Et maintenant, nous débutons un rendez-vous avec Pierre Lessard. Le rendez-vous avec Pierre Lessard, c'est un rendez-vous en toute humilité pour vous partager des inspirations, partager une vision, une orientation face à différentes situations de votre vie, différentes sensations, difficultés, pas la prétention d'avoir des solutions à tout, à tous, que simplement une disponibilité pour créer un contact, une relation. Ce que je vous transmets, c'est une proposition, une invitation, une, une inspiration peut-être pour poser un regard, poser un geste sous un angle différent. On est ensemble pour s'inspirer les uns les autres. Et quelquefois, quand on est dans une situation, quelle qu'elle soit, difficile, quelquefois on voit moins les différentes perspectives, toujours plus facile de l'extérieur. Alors c'est ainsi que je suis là avec vous pour cette rencontre où vous me posez des questions, je réponds aux questions et si je peux, je fais appel, je fais des références, des commentaires. Alors, vous pouvez commencer et vous commencez quand vous faites une question pour que je les distingue dans le chat des commentaires ou des gens qui rentrent et qui sortent. Ce que je vous propose, c'est de commencer par 3 points d'interrogation et de terminer par 3 points d'interrogation. Essayez de faire en sorte que les questions sont pas trop longues. Et même si c'est pas votre question que je fais, je sais que les questions de chaque personne touchent tout le monde. C'est-à-dire que la question et la perspective qu'on met en évidence ou en exergue, eh bien, ça fait vibrer tout le monde. Ça existe en chacun, chacune. Alors, je fais dérouler le chat pour retrouver les questions. Pour ceux et celles qui doivent quitter, parce qu'il y a des gens là, au Québec qui vont travailler, qui vont aller déjeuner, et il y a des gens en Europe que bon, c'est l'heure du dîner. Alors je comprends que certains doivent quitter, ne vous en faites pas pour ça, évidemment. Je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir, puis je vais aussi vous transmettre un autre moment de rendez-vous avec Pierre Lessard. Alors, pour l'instant, j'accueille vos questions. Merci d'être là pour Unis pour l'humanité. Alors, il y a beaucoup de bonjours, on est nombreux, plusieurs centaines de personnes, plusieurs centaines. Je vais vous dire là à combien on est, mais on a vraiment créé une magnifique paix d'énergie, oui, puissance christique. Alors, quelqu'un nous dit, j'ai vu une silhouette de lumière grande comme le Christ de Corcovado. Partout dans le monde, quand je dis, bah, réunissons-nous sur le mont Sinaï, une autre fois, je dirais ailleurs, c'est parce que on se réunit quelque part symboliquement. Alors, où est le centre du monde? Près de l'équateur? Géographiquement, c'est un endroit. Et au niveau du nombre de personnes, c'en est un autre. Alors, Maria nous dit, lorsqu'avec toi, on a réussi à prendre conscience, à mieux méditer et ressentir pour aller toujours plus loin, est-ce que nous aurons d'autres rencontres semblables? Oui. Mon intention, mon but, là, c'est qu'on ait toutes les semaines une rencontre. Bientôt, là, en septembre, on va vous proposer même des moments de méditation où on se réunit en ligne pour méditer, même s'il y a un moment silencieux, on sait qu'on est ensemble. Je veux faire des unis pour l'humanité à toutes les semaines et quand il y a des choses spéciales qui se passent et des rencontres avec Pierre Lessard. Alors, actuellement, le défi, c'est de trouver un appareil qui me permet d'être connecté à haute fréquence partout dans le monde, alors où que je sois, pour qu'il n'y ait pas de coupure. Là. Alors, je vais faire des tests cette semaine avec un nouveau bidule qui va peut-être me permettre de faire ça comme je veux chaque semaine. Alors, Anne-Isabelle nous dit, j'ai beaucoup de difficultés à ne pas m'énerver après mes parents âgés qui perdent la tête et toute logique. Comment faire? Alors, c'est un sujet qui est important. Hein. Vos parents vieillissent, quelquefois ils vieillissent avec différentes frustrations qui les habitent peut-être ou insatisfactions depuis des années, voire des décennies quelquefois. Et en vieillissant, ben, ça vient que ces insatisfactions, frustrations deviennent que ça fait mal au niveau physique, au niveau psychique. Et bon, ils ont aussi des besoins. Alors, première chose que souvent j'invite à nous rappeler, c'est que les rôles ont changé. Hein?
les rôles ont changé. Quand on est arrivé sur Terre, c'était pas toujours drôle de s'occuper de nous. Hein. Je parle de l'enfant nouveau-né, bébé, et jusqu'à l'adolescence, on a nos épisodes. Hein. On a des épisodes où ça pleure beaucoup, ça pleure, ça a des besoins physiques. Quelquefois, ils ont changé les couches et quelquefois, c'était pas la couche et ils ont ramassé. Ils en ont fait beaucoup. Ils en ont fait beaucoup. Pour le moins pendant 18 ans et souvent ça a duré plus longtemps. Alors, on comprend que c'est comme on s'échange un rôle et puis c'est curieux parce que c'est vrai qu'ils deviennent comme des enfants, des fois ils sont comme des adolescents. C'est pas toujours facile quand on est adolescent et alors souvent quand nos parents vieillissent comme ça, la première chose, comme je le fais là, je vous invite à essayer de vous rappeler ou à essayer d'imaginer quand vous étiez jeune, comment ça peut être facile. Ils ont dû perdre patience par moment. Ils ont dû vous faire garder pour sortir, prendre leur souffle un peu. Donc, par moment, je vous dis aussi, vous avez droit de vous faire remplacer. Vous avez droit, si vous avez des frères, des sœurs, vous pouvez alterner. Même quelquefois, quand c'est possible, demander à quelqu'un, un ami, une amie, ou engager quelqu'un si c'est possible. Parce que c'est exigeant, on le sait, et vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'un repos, vous pouvez l'expliquer à vos parents. Alors, voilà, il n'y a pas de solution miracle. Il reste que très souvent, j'ai vu des gens pendant des années s'occuper des parents, c'est exigeant. Ils ont des fois au niveau caractère, mais aussi au niveau de la santé. Ils vivent des fois un long cancer, une longue période d'Alzheimer ou d'autres choses. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez à vous ressourcer. Vous avez à vous ressourcer. Les gens, des fois, que je vois après 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui n'ont pas pris une seule journée de congé, vous avez besoin de vous ressourcer parce que, à un moment donné, vous devenez fatigué, irrité. Et eux sont irrités de plein de choses qu'ils n'ont pas résolues. Et vous devenez irrité des fois de leur besoin de prendre soin. Alors, vous avez besoin de vous ressourcer, d'être comme un soleil qui offre sans condition. C'est vraiment, au niveau spirituel, un grand parcours s'occuper de ses parents, comme s'occuper de ses enfants. Des fois, vous avez les deux. Alors, c'est un grand parcours, c'est un parcours d'ouverture du cœur, c'est un parcours initiatique. Surtout, ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas si vous avez perdu patience à un moment donné. Vous pouvez aussi dire que vous vous excusez quand vous avez perdu patience. Revenez avec bienveillance. Mais ne vous jugez pas de ne pas avoir été adéquat. Surtout, il y en a qui se jugent parce qu'ils ont pris une journée de congé, puis ou bien parce qu'on a demandé à des ressources extérieures de s'occuper des parents. C'est une situation qui est pas facile et que on apprend à tranquillement, surtout, soyez en paix avec vous-même, vous offrez le meilleur de vous-même. Oui, bien sûr, Mélanie, on peut faire un home ensemble, où que vous soyez, Mélanie nous invite à faire un home au Shamwi et avec la paix, Shanti, et à tous les maîtres, à tous les guides, à tous les enseignants, à tous vos professeurs, les professeurs de vos enfants, qui sont des guides pour eux. Alors, faisons ensemble maintenant un home. Merci Mélanie de la suggestion. Un homme en respect des êtres qui nous guident, les maîtres non incarnés, les maîtres incarnés. Et quelquefois, vous le savez, nos guides, c'est nos enfants sont des guides, nos parents ont été des guides, et on est des guides à notre tour. Donc, Véronique nous dit, je n'arrive pas à décrypter le message derrière l'émotion. Comment faire? Eh bien, vous savez, j'ai une proposition depuis longtemps là qui est accessible, qui vous est offerte, qui s'appelle Dialogue avec
les cellules. C'est-à-dire qu'on va s'intérioriser, se détendre. On va demander aux cellules qui sont en difficulté, qui font souffrir, qu'est-ce qu'elles veulent nous proposer de transformer. Alors, on peut changer cellule par émotion. Je parle à mon émotion. Je lui parle intérieurement. Je peux même utiliser quelque chose. Je prends un objet, je prends un vase et je lui fais personnaliser l'émotion. Par exemple, c'est une émotion d'impatience, d'intolérance, de colère qui est récurrente. Je peux dire, tiens, je prends un vase et il représente mon émotion. Et là, face au vase, je lui parle et je lui dis, tiens, émotion, je sais que tu es présente pour me livrer quelque chose, me faire une proposition. Si j'ai une émotion difficile, j'ai une émotion lourde, qui m'affecte, qui me fait souffrir, c'est qu'il y a quelque chose en moi, quelque chose que je vis intérieurement, quelque chose que je fais, quelque chose que je dis, quelque chose qui a trait à un comportement. Enfin, il y a quelque chose de mon être qui contribue à générer cette émotion. Parce que tant que je me place comme une victime de quelqu'un ou quelque chose, ben je reste victime. Ce quelqu'un ou ce quelque chose, cette situation, ces personnes sont des acteurs qui agissent dans ma vie pour déclencher quelque chose. Souvent, ils vont être des acteurs qui vont collaborer, qui ont un rôle à faire dans l'émotion qui va émerger, mais l'émotion veut me proposer de modifier, de transformer, de dissoudre, de moduler quelque chose. Donc, je parle à ce vase et je lui dis, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, je peux fermer mes yeux et juste écouter. Je peux aussi parler à mon plexus solaire, qui est le centre de chakra sensoriel, qui manifeste des sensations émotionnelles peut-être plus lourdes. Évidemment, c'est pas parce qu'on fait ça une fois qu'on a toute la réponse claire et nette. On a vraiment à développer une vie intérieure. Souvent, je vous invite à développer une vie intérieure, même lorsque l'émotion se présente pas ou même lorsqu'il n'y a pas de difficulté. Au contraire, quand il n'y a pas de difficulté, c'est le bon moment de développer une vie intérieure. Comment? Ah oui, il y a la méditation, il y a la visualisation, il y a créé des spirales d'énergie, il y a projeté, comme on l'a fait dans Unis pour l'humanité. Il y a écouté, demandé à son esprit, est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a une vision à voir? On développe une vie intérieure de telle sorte que lorsque on veut parler à une émotion, souvent c'est mon esprit qui va m'expliquer l'émotion. Évidemment, quand je dis parler à l'émotion, vous comprenez, l'émotion est associée à une intelligence, une conscience, une intelligence globale. On parle de l'intelligence émotionnelle. Elle émerge de moi, elle se manifeste par une sensation pour que je la reconnaisse. Hein, c'est comme une sensation, une douleur. C'est une douleur émotionnelle versus une douleur physique. La douleur, la souffrance est là pour que je prête attention parce que cette douleur, cette souffrance veut me dire quelque chose. Alors, souvent, vous faites ce moment ritualisé, vous n'avez pas une réponse, vous avez une bribe de réponse, vous n'êtes pas certain. Le mental n'est pas certain, le personnage n'est pas certain. C'est de vraiment être d'abord dans le calme. Soyez dans le calme. Si la réponse est juste un petit filet, ne soyez pas impatient. Revenez le lendemain et revenez le lendemain. Et ça se construit comme les pièces d'un puzzle, d'un puzzle qui se mettent en place progressivement. Très souvent, on est impatient, on veut une réponse tout de suite. C'est toute notre éducation et tout cet ancien monde qui nous amène à vouloir un résultat immédiat. Donc, on doit être un peu patient. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi, c'est cette émotion, est-ce qu'elle est récurrente? Bon, je parle par exemple de frustration, de colère, d'impatience. Est-ce qu'elle est récurrente? Est-ce qu'elle se produit souvent? Ou c'est quelque chose de nouveau que je veux comprendre ce qu'elle veut me dire? Ou c'est quelque chose qui revient souvent ou relativement souvent? Alors, si c'est récurrent,
eh bien, j'aime bien que regarder, juste poser un regard, comme je deviens observateur, sans vouloir comme à tout prix comprendre tout de suite, juste se calmer, puis je me dis, tiens, cette émotion, est-ce que elle est récurrente? Elle revient souvent. C'est quand la dernière fois? Je fais juste observer, là, je suis pas en train d'analyser. Et puis la fois suivante, est-ce qu'elle était là il y a une année? Est-ce qu'elle se présentait? Ouais. Et il y a 5 ans? Et puis il y a 20 ans? J'essaie de voir, tu sais, ça, depuis quand elle vient cette émotion-là? Et j'essaie de voir, tu sais, elle prend sa source où, dans quel événement? Et puis des fois, je donne un exemple, et je pourrais en donner des milliers parce que chaque situation est unique en soi, mais un exemple, c'est que, disons que quelqu'un qui a une émotion, une sensation, une émotion de tristesse profonde parce qu'il se sent rejeté, eh bien, en faisant ça, il s'aperçoit que sans être tous les jours, ben, c'est vrai que ça remonte, puis il revient il y a 20 ans, puis il revient à son adolescence. Puis là, il se souvient d'un moment percutant où, par exemple, son père ou sa mère lui a dit, écoute, va-t'en, je veux plus te voir ici, j'en peux plus de te voir. Et là, ça a été percutant et, et là, tu te souviens que c'est vraiment le début, tu t'es senti rejeté. Et par la suite, les autres événements sont comme des reproducteurs qui veulent remettre en scène avec le but que tu te délivres de ça. Donc, c'est un autre élément qui peut aider, c'est de, quand on découvre pas le message, on peut voir, est-ce que c'est récurrent? On essaie de remonter comme ça jusqu'à la source. Je sais que la source peut être dans une vie antérieure, sauf que si la source est dans une vie antérieure, il y a tout de même généralement un événement source dans cette vie qui fait émerger ce qui est là. Voilà ce que je peux vous transmettre là-dessus. Ce que je veux faire, mais là je manque de temps, mais ce que je veux faire, c'est de créer aussi dialogue avec mes émotions, dialogue avec mes peurs. Je vais mettre ça en ligne là. Dès que j'ai un moment, là, je mets ça en ligne pour que vous puissiez l'utiliser. Isabelle me dit quoi prioriser actuellement pour notre évolution. Alors, c'est intéressant cette question, Isabelle. Évidemment, ça varie d'une personne à l'autre, mais là, vous dites notre évolution, alors je peux dire aussi collectivement. Alors, collectivement et personnellement, j'essaie de trouver un élément commun, c'est ce que je vais vous proposer, c'est la paix. C'est-à-dire prioriser le processus de paix individuel, sachant que quand vous êtes en paix, vous émanez la paix, ça stimule des gens autour de vous sur votre passage à être en paix. Et évidemment, s'il y a 8 milliards de personnes en paix, l'humanité est en paix. Or, la paix est vraiment une base majeure dans tout le processus d'évolution collective et dans tout le processus collectif et individuel. Et autant au niveau social, psychologique que spirituel. Pourquoi? Parce que l'individu qui a vécu ou a vu une mémoire émerger où il y a une blessure, par exemple, de rejet, de déni, d'abandon, etc., va tenter de combler son interprétation de cela en mettant en place des aspects qui sont pas nécessairement lui. Alors c'est là que le processus de création d'un personnage se crée. Le personnage, c'est, on pourrait le simplifier en disant la personnalité, le persona, qui est une image de vous que vous avez tenté inconsciemment de créer pour répondre aux besoins que vous ressentiez, besoin d'être aimé, besoin d'être accueilli, besoin. Donc, je tente d'être ce que je crois que autour de moi l'on veut pour être aimé, pour être apprécié, pour être intégré, etc. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que, en général, un être humain n'est pas totalement lui-même. Donc, cela crée à l'intérieur de lui un conflit, un écart. Lorsque la vie d'un être, sa façon d'être, sa façon de
de s'exprimer, sa façon d'œuvrer n'est pas le miroir de qui il est, eh bien cela crée un écart. Cet écart-là, ben, c'est un conflit avec lui-même. Eh bien, en fait, cela entraîne des insatisfactions. Les personnes ne font pas toujours les liens, mais il y a des insatisfactions dans sa vie. Ces insatisfactions qui vont grandir et devenir des frustrations, qui vont entraîner des compensations, qui vont entraîner des difficultés relationnelles, qui vont entraîner des difficultés émotionnelles et des difficultés physiques, ben, amènent l'individu quelquefois dans une sensation de victime des autres. En fait, ça, voyez-vous, en quelques mots, là, je vous décris toute la construction d'un immense ballon. Mais au départ, l'individu qui est en paix avec lui-même, ça veut dire qu'il est lui-même. Je ne parle pas de paix d'abord avec les autres, parce qu'une fois qu'il est en paix avec lui-même, c'est-à-dire que il est qui il est. Quand je dis ça, c'est pas tout à coup quelqu'un qui dit ouais, moi je suis impatient là, et ou je suis caractériel, je suis colérique, je suis ce que je suis. Ça, c'est son personnage. Ce n'est pas qui il est. Ce sont des attributs qui sont des effets d'insatisfaction qui peuvent commencer il y a très loin. Donc, lorsque l'être est vraiment qui il est en paix, et parce qu'il est en paix, il va vraiment apprécier qui il est, sa vie va lui ressembler, ça lui apporte de la joie, il va s'aimer, et quand quelqu'un s'aime véritablement, ben, il est facile d'aimer les autres tels qu'ils sont et de comprendre qu'ils sont dans un processus aussi. Alors, prioriser la paix intérieure, pas juste le calme, une paix profonde, une paix qui vient de ma vie, c'est moi, je suis moi, j'existe. Voilà, j'essaie de synthétiser ça. En fait, cette question est extraordinaire parce qu'elle nous amène dans tous les aspects de l'évolution de l'être, au niveau personnel, au niveau social, au niveau spirituel, en fait. Elle fait émerger toute la voie spirituelle. Christine nous dit, ma meilleure amie est décédée le 8 juillet, donc il y a 2 jours, à 51 ans. Comment l'accompagner au mieux dans son envol dans la lumière? Eh bien, ce que je vous propose, c'est à 3 jours de son départ, vous pouvez, vous, soit seul, soit avec des amis qui sont aussi les amis ou la famille. Quelquefois, je suis avec la famille, moi je le fais régulièrement pour des gens qui quittent. On se crée un cercle, soit en présentiel, même en virtuel, et on se met vraiment à une fréquence élevée et on peut s'imaginer qu'on va s'élever avec la silhouette, on voit notre ami comme une silhouette qui s'élève dans le ciel, et on l'accompagne comme si on lui donnait la main, comme si on l'accompagnait pour aller dans un voyage. Hein. Quelquefois, on accompagne une amie à aller à l'aéroport, et après, on lui dit jusqu'au dernier moment, on la salue, on sourit, puis on dit bon voyage. Alors, c'est un peu ça, hein. Je ne veux pas banaliser, mais c'est très important, en fait. C'est un voyage dans une autre vie. C'est un voyage sans bagage, parce qu'on n'apporte rien. Et c'est un voyage dont on ne va pas revenir de la même façon. Souvent, quelqu'un qui vient dans les voyages initiatiques me dit « je suis plus jamais la même ». Et c'est la même chose. Elle ne va pas revenir comme elle était, elle va revenir éventuellement différente. On l'accompagne dans une joie profonde, dans un amour total. Et on peut la voir dans la lumière, on peut partager aussi comment on l'aimait, qu'est-ce qu'on aimait d'elle et de mettre en évidence ses qualités, ses lumières. Alors, c'est un grand rituel. Je vais créer ça aussi. J'ai beaucoup de projets, mais je vais créer ça aussi. Je vais créer un rituel que je vais partager avec vous pour l'accompagnement je vais faire une conférence là-dessus aussi, vraiment en détail, l'accompagnement des êtres qui s'élèvent. Je vais faire aussi en 2 temps l'accompagnement avant qu'elles quittent, quand c'est possible, quand c'est pas un accident instantané, l'accompagnement avant et l'accompagnement dans l'élévation.
Voilà ce que je vous propose, Isabelle. C'est Christine, je m'excuse. Mélanie, vous me dites à Mégantic pour me rencontrer. D'accord, on se voit là-bas, avec joie. Maryse me dit, comment faire pour augmenter ma capacité de visualisation d'abord, et mes méditations sont-elles efficaces malgré ma très mince capacité de visualisation? Alors, je vais commencer par le deuxième, parce que aujourd'hui, la méditation est devenue beaucoup plus populaire qu'elle l'était il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Méditation, c'est plus ésotérique comme ça l'était il y a 40 ans. On en parle partout. Toutefois, si c'est un bienfait, de l'autre côté, on confond la méditation avec toutes sortes de choses. Donc, par exemple, si vous regardez le dictionnaire, on va vous expliquer que la méditation, c'est tout ce que vous faites à l'intérieur de vous, les visualisations, les réflexions et tout ça. Allez méditer sur quelque chose. Alors, la méditation n'est pas une visualisation, la méditation n'est pas une réflexion. La méditation, la partie de vous là, parce que quand on s'assoit et qu'on ferme les yeux, il y a différentes parties. La partie de méditation, c'est la partie où vous êtes dans une sensation et une conscience d'être uni à vous et uni à la vie sous toutes ses formes autour de vous. Donc l'idée, c'est vraiment de vivre un moment d'expansion en étant unis. Et c'est pour ça que souvent, vous allez voir le Bouddha ou les statues de Bouddha qui ont les yeux entrouverts. Que je vous dis, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous pouvez garder vos yeux entrouverts. Entrouverts, pourquoi? Parce que quand vous voulez vous unir à tout, ben, l'extérieur fait partie du tout. L'extérieur concret fait partie du tout, comme le subtil fait partie du tout. Vous n'avez pas à visualiser. Donc, ça répond à votre question. Vous avez juste à choisir d'être vous-même. Donc, vous commencez par vous apprécier, aimer les aspects de vous pour vous sentir vraiment uni. Uni, c'est quoi uni? C'est votre âme qui est pur amour. Évidemment, ne cherchez pas nécessairement à visualiser votre âme. Votre âme, c'est la partie de vous qui est pur amour. Votre esprit, c'est la partie qui est pure conscience et l'être incarné que vous connaissez. Vous voulez juste vous unir. Vous savez que vous avez une conscience, un esprit. Vous savez que vous avez une âme et vous savez que tout est vivant. Vous voulez vous unir aux êtres humains, mais aussi aux êtres qui ont quitté, qui existent, les êtres qui existent ailleurs, sur d'autres planètes, d'autres galaxies, avec d'autres formes. Vous voulez vous unir aux anges, aux archanges, aux maîtres, aux arbres, aux animaux, aux pierres, à tout ce qui vit, tout ce qui existe. Je veux juste vibrer. Je me pose comme ça, tranquillement. J'ai pas besoin d'intensité, j'ai pas besoin d'effort, au contraire, juste me déposer avec une seule intention, être un. Et peu à peu, progressivement, vous allez ressentir cette union qui va vous amener dans un bien-être, éventuellement une joie, éventuellement un état de grâce, éventuellement une extase peut-être prolongée qui devient de la béatitude. Ça, c'est la méditation, vous amène dans ces grands états qui viennent d'où? Ben, ils viennent de l'unité. Et de plus en plus, vous sentez un avec tout et l'un en vous. Alors, voilà, vous n'avez pas besoin de la visualisation. Ce que je vous propose, c'est, si votre mental circule beaucoup, alors c'est de poser votre attention sur votre respiration. Vous savez, je dis, j'inspire, j'imagine, si vous voulez imaginer, si vous voulez avoir des images. Sinon, je porte mon attention, j'inspire et j'expire. On peut faire ça. On peut répéter des mots, par exemple à l'intérieur de soi, des mantras. Voilà, ou simplement compter. J'inspire, 1. J'expire, je compte 1, 2. J'inspire, 1, 2, 3. Ça vous paraît technique et loin de la spiritualité, mais en fait, l'idée, c'est qu'on veut juste occuper le mental. Voilà. Donc, en quelques mots, c'est important. Alors, comment faire pour augmenter ma capacité de visualisation? Vous pouvez augmenter cette
capacité à visualiser, en sachant toutefois qu'il y a des êtres, des personnes qui sont plus sensitifs que visuels. Alors, il y a des gens, par exemple, que ferment les yeux, qui peuvent voir une image. Je vous dis, fermez vos yeux, voyez une montagne. Est-ce que vous voyez la montagne? Certains vont vous dire oui, certains vont vous dire, je la vois pas comme si je regardais une image, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une montagne là. C'est pas une image comme telle, mais on appelle ça aussi une vision intérieure parce que c'est une impression. Il y a des gens qui vont dire non, je vois pas, j'ai pas d'impression de montagne, mais je peux avoir une sensation que je suis à la montagne. Je peux avoir une sensation que je suis au sommet. Donc, c'est sûr que il y a des gens qui sont plus sensitifs, il y a des gens qui sont plus dans l'impression, l'inspiration, la vision des choses. Alors, c'est un peu comme l'extérieur. À l'extérieur, il y a des gens qui ont une vision parfaite, 20 sur 20. Vous pourrez dire, ma vision, elle est très bonne, mais c'est peut-être un 19 sur 20 ou un 18 sur 20. Par contre, vous pouvez dire, voilà, j'ai une audition qui est très, très bonne. Il y a des gens qui ont une audition parfaite, mais la vue est moins bonne. En fait, c'est comme vous avez tous vos sens. Il y a des gens qui vont dire, moi, je capte tous les parfums, et un autre va dire, moi, moins bien. Ça varie d'une personne à l'autre. Vous comprenez ça, évidemment. Si c'est vrai pour vos sens extérieurs, c'est vrai pour vos sens intérieurs. Alors, est-ce qu'on peut augmenter notre capacité de voir extérieurement? La réponse, c'est oui. Il y a des exercices qu'on peut faire avec les yeux quotidiennement qui vont maintenir l'acuité ou développer l'acuité. Je me rappelle un jour, j'ai fait une semaine, 6 heures par jour d'exercice pour vérifier cela. Évidemment, c'était une expérience. On ne fait pas 6 heures par jour d'exercice pour les yeux, sauf que j'ai gagné 2 points de vision en une semaine, ce qui est énorme quand même. Alors, on comprend. Première étape, on a des distinctions entre personnes. Donc, il se peut que vous soyez plus sensitif. Deuxième étape, on peut augmenter nos facultés sensorielles, extérieures comme intérieures. Donc, extérieurement, pour développer votre visualisation et comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est pas nécessaire que vous voyez. Si je vous dis, par exemple, imaginez intérieurement des fleurs. Prenons même une sorte de fleur. Voilà, des roses. Imaginez une rose. Est-ce que vous la voyez? Donc, certains vont dire, mais oui, je la vois. Certains vont voir une rose quasi identique à si elle est devant moi. Il y en a derrière moi. Certains vont dire, je la vois pas identique, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est là. C'est comme si je peux imaginer qu'elle est là. Et d'autres vont dire, non, il y a rien. Mais en même temps, je peux avoir la sensation qu'elles sont là. Et donc, la pratique, comme dans n'importe quoi, comme dans un sport, on va pratiquer. Deuxièmement, lorsque tout à coup vous avez une sensation, une inspiration, prenez le temps. Si tout à coup vous fermez les yeux, ah, c'est curieux, j'ai vraiment la sensation d'être devant des fleurs. Ou par exemple, votre fille est à l'autre bout du monde en voyage, puis à un moment donné, vous vous êtes assis, vous prenez un verre d'eau, vous relaxez, vous vous dites, ah, c'est drôle, j'ai la sensation de ma fille. Prenez un moment pour accueillir cette sensation, puis essayez de l'imaginer. Ce que j'appelle faire du suivi d'approfondissement. Et là, c'est ça qui va développer progressivement. Vous commencez doucement avec des choses qui se proviennent. Qui n'a pas eu tout à coup une sensation ou une inspiration? Vous êtes dans votre jardin, c'est l'été, il fait beau, tout à coup, vous pensez à votre fils. Vous pensez? Vous vous êtes arrêté pour penser? Non. Vous étiez en train de regarder, d'écouter les oiseaux et tout à coup est venue une pensée de votre fils, une inspiration. Si vous n'avez pas la vision, fermez vos yeux un instant, pensez à votre fils et imaginez-le. Vous allez voir que c'est plus facile. Il est connu, il y a déjà la pensée, vous avez capté une vibration, vous avez capté une onde. Il se peut fort bien qu'il ait été à parler de vous, penser à vous à ce moment-là. Et c'est même intéressant éventuellement de lui faire un petit mot. Écoute, j'ai pensé à toi à tel moment. Et
Dans beaucoup de cas, il vous répondra, hey, c'est vraiment étonnant parce qu'à ce moment-là, je parlais de toi. Des synchronicités. Or, ce que je vous dis, profitez-en pour essayer d'imaginer. Et ne vous impatientez pas et continuez. Soyez déterminés. Lynn nous dit merci pour votre méditation du monde. On en a besoin. Alors, comme je disais je vous remercie Lynn de souligner, comme je disais à Maryse, pour moi, c'était pas de méditation. C'était un moment d'union, d'émanation. On s'est unis. D'abord, on a intensifié notre fréquence, élevé notre fréquence. On a intensifié notre amour. On s'est unis dans l'amour. On s'est unifié dans un lieu qu'on peut imaginer et on a créé une spirale d'énergie. Alors, pour moi, tout cela, c'est de l'intériorisation unificatrice dans laquelle on a plusieurs étapes qui correspondent vraiment à une union. Alors, ici, on a quelqu'un qui nous dit, Pajot, comment rester connecté à mes ressentis corporels et me sentir vivant? Eh bien, je pourrais vous dire que votre question, je l'accueille très bien et à la fois, elle m'étonne. Les sensations ne sont-elles pas ce qui nous fait ressentir vivant? Eh bien, c'est important parce que dans le monde où on a été éduqué, on a été beaucoup, j'allais dire guidé, je dirais pas guidé, on a été influencé ou orienté à ressentir la vie en fonction de ce qu'on faisait, en fonction des résultats, en fonction de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Tellement qu'il y a beaucoup de gens qui, pour un moment, quand il se passe rien, ils sont mal, ils ont l'impression qu'ils sont pas vivants, ils ont besoin d'aller quelque part, de faire quelque chose. Alors que la vie se manifeste par des sensations. Et il y a toujours des sensations. Il y a des sensations, je donne un exemple avec le fils de madame ou sa fille, où tout à coup, tu as une pensée qui t'arrive, mais tu as une sensation qui peut arriver aussi. Tu es assis dans le jardin, c'est un oiseau qui chante, il y a une sensation. Il y a une sensation de bien-être, de joie, ou un autre va dire il est fatigant, cet oiseau, parce qu'il le dérange. Ça dépend des personnes. Une sensation de l'air frais qui passe, ou de l'air chaud. Il y a toujours des sensations physiques, psychiques, émotionnelles, des sensations reliées à des pensées. La pensée n'est pas une sensation nécessairement, mais lorsque la pensée passe, elle génère une sensation. Vous pensez à un amoureux, une amoureuse, vous avez une sensation agréable. Vous pensez à quelqu'un qui exige des choses de vous, vous sentez peut-être une contrainte, ou à une autre personne une oppression. Vous pensez à une situation qui est exigeante, vous sentez peut-être énervé. Il y a toujours des sensations à l'intérieur de vous qui proviennent du physique, qui proviennent de l'émotionnel, du mental et aussi du subtil. Vous avez une sensation. Vous entrez dans une maison en pleine nuit, dans votre maison. S'il y a quelqu'un dans la maison, vous sentez une présence, mais quelqu'un est au deuxième. Et là, évidemment, c'est votre fille qui est arrivée sans vous le dire, qui est allée dans sa chambre, qui est couchée, mais vous saviez pas qu'elle était là, mais dès que vous entrez, vous sentez une présence. Alors, toutes ces sensations, évidemment, sont la vie. Vos sensations vous stimulent la vie, vous êtes vivant en ressentant, vos sensations vous guident, vos sensations favorisent l'évolution. Alors, à votre question, rester connecté à vos sensations, c'est de la présence. La présence à vous-même. Parce que très souvent, on est distrait. Distrait par l'extérieur, distrait par plein de choses. Vous êtes distrait par des panneaux publicitaires, vous êtes distrait par les gens qui marchent ou par les façons dont ils sont habillés, par leurs gestes, vous êtes distrait par une nouvelle qui vient de se passer, vous êtes distrait par des éléments qui sont intérieurs à vous. Vous êtes distrait, par exemple, quelque chose se passe, une situation se passe, ça vous rappelle votre passé, vous vous rappelez votre enfance, et là, vous êtes en train de réfléchir. Quelquefois, je dis à quelqu'un, essaie de ressentir
quand tu étais enfant? Et la personne me disait, oui, je me rappelle. Non, je veux pas que tu te rappelles du moment, je veux que tu ressentes le moment. Par exemple, je me dis, rappelez-vous, vous êtes enfant, essayez de retrouver la sensation lorsque vous courez dans des champs. Je le fais en même temps que vous, et il y a quelque chose de wow. Me rappelle, petit garçon, courir dans les champs, les fleurs, qui fait que même grand garçon, peut-être, j'aime encore marcher dans les champs où il y a des fleurs. Et donc, on a été habitué à donner beaucoup de place au mental. Pas beaucoup de place, toute la place au mental. Donc, on est plus dans la connaissance que dans la sensation. Je peux dire, oui, oui, j'ai le souvenir. Et j'ai le souvenir. Est-ce qu'on peut dire, je vais aller plus loin? Je vais essayer de ressentir cela. Par exemple, rappelez-vous d'un moment quand vous aviez 20 ans avec les copains, un moment qui est agréable. Quelqu'un peut dire, oui, oui, je visualise la scène, j'ai le souvenir, là, je peux réfléchir à ce moment-là. Allez plus loin, essayez de le revivre et ressentir comment c'était. On est distrait par des fois le passé et ce que ça a généré, par la réflexion, par l'analyse, par le besoin de comprendre, le besoin d'avoir des résultats. On est distrait de l'intérieur. On est aussi distrait énormément par l'extérieur, par toutes les sollicitations, mais aussi parce qu'on a appris qu'il fallait atteindre. Quel résultat? Alors, en fait, on va essayer dans toutes les situations de ressentir. Oui, vous vous rappelez de quelque chose qui était difficile? Vous pouvez essayer de le ressentir sans vous laisser submerger. Oui, je me souviens, j'ai la sensation que c'était difficile. On est allé monter une montagne ensemble. Tiens, on est allé, on a monté le Fitzroy l'autre année, 12 heures de marche avec 3 heures de montée extrêmement difficile et de descente aussi difficile. Oui, je le sens. Et quand je sens, c'est vrai que je deviens vivant. Comment rester connecté en étant présent? Présent à vous. Plus vous êtes présent à vous, plus vous allez être présent aussi aux gens autour de vous. Alors, c'est un super beau sujet. Chantal nous dit une question peut-être étrange. Comment perçoit l'âme quand elle quitte le corps, soit par incinération, soit par enterrement? L'âme existe non pas que dans le corps. Évidemment, là, c'est une grande question. C'est une grande question parce que c'est une question philosophique, c'est une question paradoxale parce que depuis toujours, les humains sont conscients qu'il y a l'âme, il y a l'esprit, mais qu'est-ce qu'est l'âme? Certains définissent l'âme d'une façon et l'autre dit, ben, ça c'est l'esprit. Et certains définissent l'esprit, l'autre lui dit c'est l'âme. Donc là, il y a une confusion. Et certains vont dire l'âme est dans le corps, l'autre va dire l'esprit est dans le corps, et d'autres vont dire non, ni un ni l'autre sont dans le corps, ou tout est dans le corps et à la fois à l'extérieur. Alors, ça dépend vraiment de l'expérience. Et ce sont des discussions philosophiques qui me fascinent personnellement, mais à la fois au quotidien. L'important, c'est que il y a l'âme, pur amour, l'esprit, pure conscience, qui oriente, guide, qui génère l'être que vous êtes, qui l'anime, qui le guide, qui l'oriente, qui l'inspire, qui génère des sensations, donc qui sont là tout le temps et qui sont là même si le corps tout à coup est brûlé, l'âme existe. C'est un petit peu comme si je vais faire une drôle d'analogie, parce que je dirais étrange analogie. C'est un petit peu comme si vos vêtements étaient salis, commençaient à être usés, puis vous dites tiens, je vais les brûler. Alors, vous allez prendre les vêtements, vous allez les enlever. Ou je pourrais dire, vous allez vous retirer de vos vêtements. Et vous allez les brûler. Vous voyez l'analogie? C'est comme si je vous dis l'âme, l'esprit se retire. Est-ce que, pour l'instant,
faisons fi de est-ce que l'âme habite totalement ou pas. Faisons fi de ça. Disons que l'âme a une association avec le corps et il se défait de cette association. Un petit peu, je pourrais vous dire que vous avez vos vêtements, vous les portez plus, mais vous décidez de les brûler, vous vous retirez de cette relation, vous retirez du lien, pour certains même de l'attachement. Donc il y a ce retrait parce que l'être était à la source l'âme et l'esprit. C'est déjà là, l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit ont favorisé la création d'une structure lumineuse qui a généré éventuellement un corps dans un processus associé aux différentes fréquences. Et lorsque il y a cet être-là qui est prêt à quitter, il faut bien se rappeler que lui ne meurt pas, c'est le corps qui laisse. L'être vit, il continue à vivre, son âme et son esprit s'élèvent. Alors souvent, on va dire dans plusieurs traditions que je respecte et que je nourris aussi, attendons 3 jours. Dans certaines traditions, attendons 40 jours avant l'incinération. Ça dépend des traditions. Vous choisissez ce qui vous convient. Souvent, je vais parler de 3 jours parce que l'être existe encore comme s'il observait ce qui est là, et non seulement son corps, mais sa vie, etc., pour en même temps que l'élévation. Mais sinon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'attachement de l'âme au corps. Il y a une relation avec l'être qui habite le corps. Donc, on peut dire que l'âme va accompagner l'être et son corps durant toute sa vie, mais lorsque le moment est venu d'aller vers une autre vie, de vivre le passage, il n'y a pas d'attachement. Alors, Annie nous dit, commencer par l'union en nous des pôles féminins et masculins. Qu'est-ce que vous voulez dire par commencer par l'union? Oui. Quand l'union en nous des pôles masculins et féminins. Oui, tout à fait. L'être a ses pôles, si vous voulez les nommer ainsi, tout comme physiquement, il y a au niveau du cerveau, il y a vraiment les 2 hémisphères, mais ça va plus loin que ça. Il y a tout la manifestation de l'être féminin et masculin qui sont là, que l'être vient unifier. Donc déjà, s'unifier à ce niveau-là, en fermant les yeux, vous avez raison. Merci pour vos commentaires, vos remerciements, vos appréciations. Je les lis pas parce que sont là et tout le monde les lit. On les apprécie. Ce qui est important, c'est que vous avez pu sentir que vous vibrez, que vous collaborez, que pour moi, que c'est ce que je lis quand vous me dites, bon, vous remerciez, c'est ce que j'entends, c'est que vous avez pu vivre l'union qui répond à quelque chose en vous. Ce qu'on appelle notre guide, est-ce notre esprit? Eh bien, c'est une bonne question, Marie. Et là aussi, il y a une multitude de réponses. Parce que on peut aller sous plusieurs angles. Commençons par l'angle peut-être le plus populaire. Avant, on parlait de l'ange gardien. Vous savez, quand il y avait une époque où même dans la religion, on parlait de votre ange gardien. Aujourd'hui, on va parler souvent. Moi, je parle aussi de l'ange gardien ou du guide. Vous avez votre guide et vous avez des guides. C'est comme dans la vie. Vous avez, par exemple, je sais pas moi, votre professeur de mathématiques qui est votre guide en mathématiques, mais en même temps, il y a plusieurs personnes qui peuvent vous aider au passage. Donc, vous avez un guide qui est associé à vous et vous avez votre esprit. Votre esprit vous guide et votre guide, vous pouvez imaginer, sentir que c'est soit un ange, soit un autre esprit, un esprit qui a déjà passé par où vous êtes et qui peut vous guider. Donc, vous avez votre esprit, vous avez un autre esprit et vous avez des esprits et c'est tout un monde, c'est en fait tout un univers. Et puis, qui vous guide aussi.
eh bien, ben, vous avez aussi, on a parlé tout à l'heure de nos émotions, mais les émotions nous guident jusqu'à un certain point quand on les prend non pas comme une chose lourde comment je pourrais dire, qui nous fait souffrir, mais qu'on prend, oui, il y a une souffrance, mais ça nous guide dans le changement. Mais en fait, en général, de façon générale, quand on parle de notre guide, on parle pas de notre esprit. Généralement, dans les différentes voies spirituelles et la littérature, quand on parle de votre esprit, on va dire votre esprit vous guide et votre guide, c'est soit un autre esprit ou un ange ou un être de lumière. Françoise nous dit paralysie rélévaire et cheville gauche, puis Covid et maintenant Parkinson. Pourquoi si tard dans ma vie? C'est une bonne question. Il y a, vous savez, avec souvent devant ce que vivent les gens, je suis avec beaucoup d'humilité parce que c'est tellement subtil des fois comprendre chaque personne est tellement différente et chaque partie de sa vie est tellement différente. Quelquefois, il y a des éléments qui prennent beaucoup de temps à émerger. Je vous donne un exemple, Françoise. Quand quelqu'un, dernièrement, il y a quelqu'un que je connais qui m'appelle et qui me dit, bon, ils viennent de déceler un cancer. Et j'ai dit, oui, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il veut dire? Et la personne me répond, oui, oui, je sais que dans les mois passés, il y a eu tel événement qui ont provoqué ce cancer. Je dis, c'est vrai que ces événements peuvent être reliés, mais en fait, la source est souvent 10 à 20 ans dans le passé. Quand quelque chose commence à dégénérer, il y a des choses qui dégénèrent très vite. Puis souvent, il y a des choses qui dégénèrent beaucoup plus lentement, de telle sorte qu'on peut même pas voir des signaux percutants. Sur le plan énergétique, on va voir que le corps physique est associé aussi à un corps subtil, un corps de lumière, un corps éthérique, et que le corps éthérique est une représentation du corps physique. Et que souvent, on voit des choses se détériorer au niveau du corps éthérique sans que ça soit manifesté. Tellement de fois, j'ai pu voir dans le corps éthérique qu'il y avait une dégénérescence, il y avait une affectation, parlons comme ça, ou un déséquilibre. Il y avait un déséquilibre dans le corps éthérique. Et je demandais à la personne, par exemple, comment ça va au niveau de ton estomac? Et la personne m'a dit, mais ça va très bien. Et pourtant, au niveau du corps éthérique, je voyais un déséquilibre. Parce qu'il y a tout un processus. Et même, quelquefois, on va voir un processus qui se vit au niveau émotionnel, qui peut affecter, parce que souvent, au niveau émotionnel, ça va d'abord affecter le système digestif, puis après aller ailleurs. Bon, je ne vais pas faire une formation énergétique ici, mais je peux vous dire que quelquefois, le déséquilibre se présente au niveau émotionnel. En fait, il se présente toujours au niveau émotionnel, mais pas nécessairement, la personne ne le relie pas nécessairement à un élément qu'elle doit changer. Donc, c'est pas parce que c'est au niveau émotionnel que ça a déjà touché le corps physique. Mais c'est un message émotionnel et lorsque le message n'est pas entendu progressivement, le déséquilibre commence au niveau éthérique, puis éventuellement se présente au niveau physique. Alors, la dégénérescence chez la majorité des gens commence tout de suite après la croissance et même aujourd'hui, avant la fin de la croissance, la dégénérescence commence. Déjà, le vieillissement est prématuré et les séquelles douloureuses ou qui entraînent des difficultés plus importantes se présentent souvent plus tard, vers 60, 70, 80, 90 ans. Mais en fait, ça ne veut pas dire que tout à coup, ça arrive à ce moment-là. C'est tout un processus qui a commencé bien avant. Voilà. Alors, pourquoi chez vous à cet âge-là? Donc, on peut faire une lecture globale de l'être. C'est-à-dire que
on fait pas ça en ligne, mais avec quelqu'un, vous pouvez voir ce qui est là, après ça, faire du dialogue avec les cellules, observer quelles sont les émotions récurrentes, les différentes croyances qui sont dans ça. Il y a les blessures, les peurs, les croyances, les attentes, les attaches. Tout ça fait partie d'une grande structure qui affecte l'être, qui provoque tout un ensemble de signaux pour changer des choses. Et lorsque les signaux ne sont pas entendus, ben, les éléments s'intensifient. Et la dégénérescence se manifeste sous différentes formes. Donc, je sais que c'est une réponse qui n'est pas satisfaisante, probablement pour vous, mais c'est une réponse. Je ne peux pas vous dire pourquoi cette paralysie, cette cheville gauche, et pourquoi ça se manifeste comme ça, mais je vous parle évidemment il y a des situations qui sont accidentelles, qui viennent provoquer. Pourquoi quelqu'un, par exemple, fait un mauvais pas, se foule la cheville, et puis bon, quelques heures après, ça va, l'autre, ça prend 3 jours, puis un autre, finalement, ça dégénère, puis sa cheville devient presque dysfonctionnelle. Pourquoi? Ben, j'ai tellement vu des êtres humains qui ont des pathologies à la base ou des accidents qui sont exactement les mêmes, tellement similaires, mais dont le parcours est complètement différent. Après, évidemment, on regarde avant et le parcours est différent aussi. Ouais, on a allé en profondeur. Est-ce que la souffrance existe seulement dans le personnage ou aussi dans l'âme lorsque nous ne sommes pas incarnés? Alors, là aussi, je fais toujours des mises en situation. L'âme est définie différemment d'une personne à l'autre. Et il y a une définition qui est aussi populaire versus une définition plus pointue. Par exemple, des gens vont dire j'en ai mal jusque dans mon âme. C'est une façon de dire j'ai vraiment mal profondément. C'est plus que juste physique ou émotionnel. Ça va dans les profondeurs de mon être. Et l'âme va pas souffrir, mais favoriser une conscientisation à partir des déséquilibres. Alors, lorsqu'il y a un parcours non incarné, il y a vraiment un parcours lumineux, il y a vraiment un parcours amoureux. J'en ai fait une conférence dernièrement à Aix-en-Provence sur le parcours de l'être après sa mort, les derniers moments de sa vie après. Alors, et puis, et il faut voir aussi que la façon dont on explique ces parcours, on est obligé d'y aller avec des métaphores, avec des images, des métaphores, pour que nous, humains, on puisse comprendre là, cet être non incarné qui vit et qui n'a pas des émotions comme l'être incarné, mais pour l'expliquer, on va parler d'émotions. L'âme n'est pas prise dans le déséquilibre, mais on pourrait dire que là, il y a une conscientisation qui permet la libération. Donc, entre les vies, ou on pourrait dire dans la vie entre deux vies terrestres ou d'autres vies ailleurs, ben, il y a le processus continue. C'est vous continuez à vivre, on pourrait dire ça comme ça. Vous continuez à vivre différemment. Donc, pas nécessairement dans un corps tout de suite, et si c'est dans un corps, c'est pas nécessairement sur Terre. Et il y a une roue de vie. Et entre les deux types de vie, il y a une autre forme de vie. C'est tout comme si je vous disais, viens, on va faire une retraite. On fait une retraite, vous êtes dans une vie avec certains événements, des difficultés, etc. On se fait une retraite, on fait une retraite d'une semaine, puis on médite, puis on devient plus observateur que dans la réflexion, on observe les choses. Vous êtes dans un passage, dans un sas évolutif dans lequel vous observez, et en vous observant durant cette retraite, vous pouvez mieux comprendre. Par exemple,
je sais pas, quelqu'un est impatient, et là, dans cette retraite, il a pu observer des aspects de sa vie, puis il se rend compte que très souvent, il était blessé au début de sa vie parce que dans sa famille, il était jamais entendu, il était jamais écouté, on ne l'écoutait pas, pour plein de raisons, parce que les parents peut-être avaient des soucis, des préoccupations, parce que tous les autres enfants parlaient sans cesse, et que elle, cette personne-là était plus calme, plus posée, donc on ne l'écoutait pas, on ne prêtait pas attention. Donc, cette personne-là, à un moment donné, a développé l'impatience que de pas sentir l'attention qu'on lui portait. Et donc, dans la retraite, on observe tout ça, et donc la personne comprend que son impatience provient du fait de ne pas être écoutée, et puis lorsqu'elle revient à sa vie, elle prend le temps de dire à la personne, est-ce que tu veux m'écouter un instant? Je vais te partager quelque chose de personnel qui me touche. Donc, sachant que certains paramètres d'elle, elle va développer des façons que elle va plus nourrir quelque chose qui l'impatientait. Donc, tout ça pour dire que dans la retraite, elle s'est retirée de sa vie quotidienne, elle a posé un regard, une attention, elle a accueilli des sensations, et elle revient dans sa vie quotidienne avec une compréhension, une vision différente, et peut-être qu'elle a dissous certains aspects, et peut-être qu'elle a compris certains aspects, elle revient différemment. Donc, je fais une analogie là, et vous pourriez dire que entre votre vie et le parcours de l'âme après la vie, il y a toute cette ouverture où il y a plusieurs compréhensions, plusieurs sensations qui permettent éventuellement de revenir différent. Il y a des choses qui sont pas réglées, il y a des choses qui ont été réglées. Comme dans une retraite. Après une retraite, des fois, il y a des choses que vous avez compris, qui facilitent, puis il y a des choses que vous n'avez pas touchées. Il y en avait suffisamment touché comme ça. Bon, j'espère que je suis clair. Si je suis pas clair, vous me le dites. Vous me le dites. Alors, je dis bonjour, à bientôt, au revoir aux gens qui me disent au passage, là, qui quittent. Je ne dis pas à chacun, chacune, mais je vous accueille. Est-ce que nous aurons des méditations similaires pour celles et ceux qui veulent, qui animent des antennes symboliques? Oui, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est enregistré. Il y a des antennes symphonies. Il y en a actuellement 25, 30, et ça continue de grandir. Donc, autant en France, en Belgique, en Suisse, au Québec. Donc, c'est des gens qui vont méditer ou faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Ben, celle-ci, je vais la mettre dans la trousse des antennes. Merci Laurent, c'est gentil d'être là. Laurent, est-ce que c'est Laurent qui est au nord-ouest de la France, qui est là? Au moment du Covid, mes prises de position m'ont fait perdre beaucoup de proches et de voisins. Je me sens très seul, sauf dans des moments comme celui-ci. Besoin d'être relié. Ben, je comprends, et c'est pour ça aussi que on fait ces moments de rendez-vous, ces moments de rencontre. C'est pourquoi je veux en faire beaucoup. C'est pourquoi aussi il y a les antennes où on va méditer, faire ces choses-là ensemble. Comme je disais, il y en a 25-30 là, et on appelle les antennes symphonie. Les gens vont pour méditer, qu'il y a des endroits sont 5, puis à d'autres endroits sont 30. La Belle-Oeil, ils sont une trentaine. Et des fois, c'est une fois par mois, d'autres, c'est une fois par semaine. Donc, vous avez tout ça dans le site Internet. Et je suis aussi touché par votre commentaire, là, mais vos prises de position. Et en fait, durant cette COVID, j'ai vu beaucoup des amis, des familles se diviser. Et à ce moment-là, je me souviens, j'ai fait un propos là, où j'ai parlé que nos différences, pourquoi on les utilise pas pour se rapprocher? Si on était un monde où tout le monde pensait pareil, s'habillait pareil, faisait les mêmes choses, ce serait pas le même monde avec ces sensations. Si toutes les fleurs étaient pareilles, si tous les arbres étaient pareils, s'il y avait une seule odeur, un seul parfum, vous imaginez si votre nourriture était toujours la même, une seule odeur, toujours pareille. Nous, on vit sur une terre de sensations, on est absolument choyé, même s'il y a des difficultés, je le reconnais évidemment, même s'il y a de la souffrance, il y a quand même des éléments qui nous amènent à savourer la vie, dont toutes ces sensations et ces nuances.
Alors, chez l'être humain, il y a des nuances. Il n'y en a pas un qui a le même visage. Et à l'intérieur, on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas les mêmes pensées. Et c'est vrai que c'est dommage quand des pensées différentes, on peut s'accueillir, se respecter dans des visions différentes par rapport à la COVID et peut-être au vaccin et tout ça. Et j'en ai parlé souvent en ligne devant la COVID. Euh, Respectez-vous dans le sens que quelqu'un pense que ça c'est bon, l'autre pense que et si vous avez vos pensées sont soutenues, vous pouvez partager, on peut partager agréablement, quelquefois en partageant sans vouloir pousser notre choix, ben, l'autre s'ouvre plus facilement. Et puis, on peut avoir un frère qui a une position tout à fait différente et qui, on l'aime pareil parce que sa position est juste. Il s'agit aussi d'être en paix, d'être dans son cœur quand on partage. Marie nous dit, mon mental sait que les maîtres sont là, cependant je viens de dénicher cette peur d'être abandonné par les êtres de lumière. J'ai beaucoup travaillé sur les mémoires d'abandon et c'est encore là. J'imagine que je dois renforcer ma foi. La foi, il faut voir aussi là aussi, on parle des mots, il faut voir comment on les définit. Renforcer votre conviction, développer votre conviction. En fait, les êtres de lumière se manifestent aussi par votre esprit. Vous savez, votre âme, c'est d'abord un être de lumière. C'est un être de pur amour. Votre esprit, c'est un être de pure conscience. Et par moments, vous avez des élans d'amour. C'est l'énergie d'amour qui est vivante. Et donc, c'est lumière. Et ça existe. Et par moments, vous avez des poussées de conscience. Vous avez une voix qui vous parle. Alors, dans la voix qui vous parle, quand vous avez une inspiration, est-ce que c'est votre esprit? Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est un maître? Moi, j'ai lâché prise là-dessus. C'est-à-dire que je sais que par moments, c'est mon esprit, je sais par moments que c'est un guide. Je le sais par l'expérience. Et à la fois, ils puisent à la même source. Alors, et pour nous guider, il y a vraiment une guidance qui est différente de l'humain et du mental. Le personnage se construit à partir des blessures. Le mental fonctionne à partir du connu, ce que vous avez appris à travers des formations, des cours, à travers des lectures, à partir de l'expérience. Le mental travaille avec ça, il travaille avec le passé. Alors que vous avez un esprit où tout à coup vous avez des inspirations. Le simple fait d'avoir des inspirations fait que le monde invisible existe, que votre esprit existe, que la conscience existe. Bon, après cette conscience, certains vont dire, bon, c'est la conscience qui se manifeste dans votre conscience. D'autres vont dire, c'est la conscience qui se manifeste dans votre esprit associé avec les maîtres. La structure de tout ça, ben, à la source, c'est vous avez des inspirations, vous avez des élans amoureux, et tout ça provient de la vie subtile qui existe. Alors, je vous parle de ça pour nourrir un peu votre relation avec le subtil. Alors, Corinne nous dit, je médite de plus en plus longtemps, des jours près de 2 heures de suite. J'ai aussi l'impression de faire en même temps des rêves éveillés, et cela m'apporte une paix intérieure incroyable. J'ai l'impression que c'est devenu comme une drogue, est-ce normal? Plus vous, dans les moments que j'appelle de vie intérieure, parce que il y a des rêves éveillés, il y a des rêves lucides, il y a des moments de création dans dans tout ça que j'appelle vie intérieure, votre vie intérieure, dans lequel il y a des moments de méditation, il y a des moments de création. Plus cette vie intérieure, vous la vivez consciemment, vous lui donnez de l'espace, plus vous en retrouvez du bien-être, eh bien, plus vous en avez envie. C'est comme si, je sais pas moi, tout à coup, vous commencez à aller à la campagne, puis vous apercevez à la campagne que, waouh, vous êtes bien quand vous marchez en forêt, c'est agréable, ou bien vous allez dans les jardins, eh bien, plus vous avez envie d'y aller. Il y a une forme d'addiction positive, évidemment. Il ne s'agit pas d'en développer une addiction totale, c'est-à-dire que vous pouvez plus vivre, vous devenez complètement éthéré. Non, mais
qu'il y ait une envie profonde. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments de bien-être. J'ai expliqué un peu le processus du bien-être. On entre dans des états de joie, puis après ça, de pure joie. Puis de pure joie, on va vers quelquefois de l'amour et du pur amour et des états de grâce et des états d'extase. Eh bien, tout ça fait en sorte qu'on a envie d'y aller. Lorsque la pratique méditative s'installe dans une vie, ben, il y a des sensations qui se développent. Au début, la personne, elle se perçoit qu'elle fait que réfléchir. Puis à un moment donné, il y a des personnes qui vont dire, j'ai l'impression de perdre mon temps parce que ça bouge pas. Mais peu à peu, lorsqu'elle retrouve de la détente, de la paix intérieure, des sensations d'expansion, plus ça amène de la paix, de la détente, de la joie, et plus la personne trouve le bienfait de ça, et ça peut nous amener jusqu'à des grandes révélations de soi, des révélations de qui on est, de où on va, qu'est-ce qu'on fait, des révélations de plusieurs choses, mais surtout des sensations extraordinaires. Donc, je vous dirais, vous dites est-ce que c'est normal? Je dirais c'est naturel. Alors Claire nous dit, bah, je viens de perdre mes 2 parents de l'Alzheimer. Oui, c'est toujours touchant de perdre ses parents. Il y a des liens subtils. C'est touchant de perdre des amis, c'est touchant de perdre une connaissance. Avec les parents, j'en parle à différents moments. Je ne vais pas faire un long propos là-dessus, l'heure avance. Mais c'est vrai qu'il y a une connexion particulière avec la mère, même si ça n'a pas toujours été facile. Et quand la mère part, il y a vraiment une sensation d'être par soi-même. La personne qui a fait en sorte que vous êtes là, la personne qui généralement, même avec difficulté, avait un amour réel pour vous, ben, la personne a quitté, là, vous êtes par vous-même. Le père, lui, c'est un autre type de relation, c'est une personne généralement qui vous a amené à découvrir le monde extérieur, votre mère intérieure. C'est pas toujours le cas, ça s'est pas toujours présenté comme ça. Mais les relations, c'est particulier. Et quand les parents partent, il y a vraiment un passage. Il y a vraiment un passage pour l'être humain. Évidemment, il y en a qui ne le sentent pas, ou bien qui n'ont pas le temps de sentir, ou quelquefois la situation est percutante, difficile, ou quelquefois la relation n'était pas facile. Mais je vous invite vraiment à prendre le temps de vous ressentir profondément au départ d'un des deux, d'autant plus les deux, pour vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est vécu. Il y a vraiment un passage et des transformations en vous qui se vivent. Il y a encore vraiment beaucoup de questions. Je veux pas faire ça. Je vais prendre une dernière question et déjà je vais répondre à Annie la suivante. Je veux dire, oui, c'est enregistré. Et comment ça va être placé le replay? Je sais pas. Je sais pas comment ça va être placé. Je vais attendre voir si la réponse me vient. Où va être installé le replay? Voilà. Ben, c'est une bonne question. Je vous reviens. Je réponds à Dominique. Merci pour ce beau moment dans la paix, de m'avoir permis de partager un amour immense, de partager, c'est un remerciement. Et donc, la dernière question. Ah, Maria, nous avons besoin de cela. Alors, votre santé est bonne en général, mais il y a eu des mauvaises circulations du sang dans les jambes avec l'exercice, mais ça va mieux. Oui, vous pouvez aussi, quand vous prenez une marche, au début, pendant les premières minutes, c'est de visualiser le sang qui circule. Vous avez juste à imaginer les veines, les artères et le sang qui circule, ou connecter, même si vous ne pouvez pas créer des images, juste être présent un instant là au sang qui circule librement dans vos jambes, dans vos cuisses, ça va vous aider. Alors, faire appel pour guérir comme... J'essaie de comprendre votre question. Quelle cellule ou façon de méditer devrais-je faire appel pour guérir? Comme la méditation, ben, ce que je vous recommande, là, dans cette pratique, le dialogue avec les cellules, vous allez retrouver ça sur le site symphonie.life, l'onglet guidance offerte. Vous allez là.
ça vous est offert, le dialogue avec les cellules, vous pouvez le faire chaque jour. Vous le connaissez, je pense, Maria. Et aussi, quand vous marchez, peu importe le rythme que vous marchez, vous pouvez marcher très doucement, hein, et juste être en contact avec vos jambes. Pensez à vos jambes. Oups, il y a eu une coupure d'électricité. Ça se peut que ça ait coupé. Alors, si ça a coupé, je suis désolé, oui, ça a coupé. Ben, écoutez, c'est le moment de toute façon où on allait se quitter. Je ne sais pas si c'est les guides qui nous ont dit, voilà, chacun a allé à ses activités et peut-être méditer. Alors, je vous dis merci d'avoir été là. Je vous aime et je vous tiens au courant des prochaines rencontres. Merci à tout le monde et merci à toute l'équipe Symphonie qui aide à tout niveau, de la communication jusqu'à la mise en ligne. À tout bientôt. Merci à vous d'être présents. Restons unis pour l'humanité.